La table de concertation des aînés des retraités de la Mauricie est très fière de vous présenter notre conférencier du mois, M. Yves-Marie Abraham. M. Abraham, c'est à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup Madame Germain pour l'introduction et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, merci pour les caméras. Je n'en peux plus d'être devant une machine tout le temps, donc au moins voir des visages, bon, c'est moins bien qu'en chair et en os, mais c'est un moindre mal, donc merci beaucoup. Par contre, Madame Germain, donc je peux partager mes diapositives qui vont peut-être rendre un peu plus facile la conférence, ça peut soutenir un peu les choses. Donc vous m'avez fait co-hôte, c'est bon, alors je vais faire la chose tout de suite et vous allez me dire si ça fonctionne. Ça marche? Ok, alors il faut juste que je... Oui, c'est beau, M. Abraham, ça fonctionne. Ok, je vais juste rouvrir le volet vidéo. Voilà. Ah non, il est voilà. Pour vous voir à nouveau, parce qu'il y a toute une manipulation là à faire. Voilà, c'est bon. C'est parti. Alors, donc oui, vous avez dit l'essentiel. Je peux peut-être rajouter le fait que j'ai mis HEC Montréal, mais j'ai mis aussi Polemos. Et Polemos, qui est un groupe de recherche indépendant que nous avons créé à quelques camarades montréalais l'an dernier, donc un groupe de recherche sur la décroissance. Et donc, comme je disais à Madame Germain tout à l'heure, donc je suis bien content d'avoir un petit cachet de la part de votre organisme. Ça va nous aider à développer nos activités. Donc merci à vous tous et à toutes. Donc, alors, comment je vais procéder? Ce que je vais faire en fait aujourd'hui, c'est je vais tenter de présenter rapidement un bouquin que j'ai sorti l'an dernier, qui est une synthèse en fait sur la décroissance. C'est des idées que j'ai mis ensemble dans le cadre du cours que je donne à la maîtrise à HEC, une maîtrise en innovation sociale. On a donc un cours sur la décroissance. Et donc là, je vous fais une espèce d'esquisse, de résumé de cette synthèse, qui s'intitule donc Guérir du mal de l'infini, que vous pouvez trouver facilement. Donc je vais y aller en 3 temps. Donc alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de décroissance? C'est quoi cette idée de façon minimale? Comment est-ce qu'on peut la définir? Deuxième moment, pourquoi faire la critique de la croissance? Pourquoi refuser ce que j'appelle la course à la croissance? Et troisième moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce diagnostic? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est en fait le moment d'ailleurs qui sera le plus long dans les 3 parties. C'est ce que je vais développer le plus. C'est là aussi il y a le plus de travail à faire, on va dire. Mais donc voilà. Alors voilà pour le programme. Et j'attaque sans plus tarder. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de décroissance? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Alors pour le définir, il faut le définir par ce qui est visé au départ, c'est cette histoire de croissance. En fait, qu'est-ce que c'est que la croissance? De quoi parlons-nous quand nous parlons de croissance? Il faut le rappeler. Tout le monde n'a pas eu des cours d'économie. Donc minimalement, si on prend la définition canonique de la croissance économique que vous trouvez dans des manuels, c'est la hausse de la production de biens et de services ayant une valeur monétaire sur un territoire donné. Alors, ça peut être le Québec, ça peut être le Canada, ça peut être le monde entier. Mais donc, ce qu'on prend en considération, c'est uniquement les biens et les services qui ont une valeur monétaire, donc qui donnent lieu à un échange monétaire. Alors, si on veut la simplifier encore plus, cette définition, on va dire que la croissance, c'est la hausse continue de la production de marchandises sur un territoire donné. En fait, fondamentalement, c'est ça qui est en jeu. Et on va parler de croissance quand, effectivement, il va y avoir une hausse continue sur plusieurs années, etc. L'instrument de mesure de cette hausse, vous le connaissez tous et toutes, ou vous en entendez parler très souvent, c'est le fameux produit intérieur brut. Enfin, c'est un des instruments de mesure, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Donc, produit intérieur brut. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que finalement, cette histoire de croissance, ce que j'appelle cette course à la croissance, elle est définie dans nos sociétés comme une condition nécessaire, pas une condition suffisante, mais une condition nécessaire
à ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement harmonieux de nos sociétés. Hein. Et ça, c'est une idée qui est vieille, hein, d'au moins 200, bientôt 250 ans. Notamment, c'est Adam Smith dans son fameux livre qui s'intitule, qu'on appelle La richesse des nations. En fait, le titre était plus long, mais peu importe. Mais c'est notamment dans ce livre-là qu'on voit formuler cette idée que le bon fonctionnement d'une société humaine, ça supposerait effectivement la capacité à générer de la croissance économique. Ce n'est pas du tout les mots qu'il utilise à l'époque, mais c'est l'idée fondamentale, hein, qu'il va formuler. Alors, ce qui est fascinant avec cette idée, c'est qu'elle est aujourd'hui très largement partagée de tous les bords, hein, de tous les bords politiques. C'est une idée qui fait encore très largement l'unanimité. Alors, elle est en train de perdre peu à peu de terrain. C'est bien notre objectif à nous, objecteurs de croissance, mais force est de constater que c'est quand même encore une idée qui rallie les gens, y compris à gauche et à droite, en fait. Hein. Alors, il va y avoir des divergences. Il va y avoir des divergences sur la manière de générer cette croissance, hein, et sur la manière de distribuer les fruits de cette croissance. Qui va tirer les marrons du feu, on va dire. Bon, le débat politique va se porter là-dessus, mais par contre, tout le monde va être d'accord pour dire il nous faut de la croissance. Et ça vaut à la fois du côté occidental, mais ça valait aussi du côté du bloc de l'Est, hein, à l'époque où il existait encore. C'est-à-dire qu'on était dans des sociétés productivistes qui s'efforçaient aussi de générer de la croissance. Hein. Alors, de la générer autrement, de la distribuer autrement, mais c'était présent. Donc, commencer à critiquer la croissance, ça veut dire c'est critiquer quelque chose qui dépasse les clivages habituels, hein, dans une large mesure, et notamment le clivage droite-gauche, mais qui dépasse aussi le clivage entre, on va dire, le patronat et les travailleurs. Hein. Là aussi, il y a des débats entre patronat et entre syndicats, mais il y a un accord majoritaire sur le fait qu'il nous faudrait de la croissance. Hein. Pourquoi? Parce que du point de vue syndical, c'est des emplois, et du point de vue patronal, c'est évidemment la source d'un profit, etc. C'est la raison d'être même de leur activité. Donc voilà, donc il faut poser le décor dans ces termes-là, je crois, pour bien prendre la mesure ensuite de cette critique de la croissance. Donc au départ, quelque chose qui fait l'unanimité. Donc, qu'est-ce que c'est que la décroissance? Alors, j'ai mis en illustration, sur pratiquement toutes mes diapositives, je mets en illustration des pages de couverture de livres qui sont des façons d'aller plus loin, qui sont des façons de creuser, si vous avez le goût et le temps. Alors, si on cherche quelque chose qui pourrait ressembler à une espèce de premier manifeste en faveur de la décroissance, moi, j'aime bien un petit livre de Serge Latouche, qui est vraiment un des auteurs qui a le plus amené cette idée à l'origine en France. Son petit livre s'intitule Survivre au développement, et c'est une conférence qu'il a présentée en 2002 à l'UNESCO à Paris. Et c'est vraiment, c'est un des textes où là, il commence à formuler l'idée de décroissance avec le plus de clarté et de force. Donc j'aime beaucoup ce petit livre. C'est un des livres qui m'a amené à cette idée. Donc je vous le recommande. C'est une bonne façon de situer aussi l'origine de l'idée. Donc au départ, qu'est-ce que c'est que la décroissance? C'est vraiment c'est pratiquement un slogan. Hein. C'est un slogan, c'est une espèce de trouvaille, un mot au but, dit un autre promoteur de la décroissance en France qui s'appelle Paul Ariès. Et la décroissance, c'est un mot au but. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est hein, qui veut faire, qui veut au moins susciter le débat. Bon. Donc au départ, c'était surtout ça. Dans une revue écologiste française qui s'appelait Silence. Et donc, ils ont fait en 2002 aussi un dossier sur la décroissance soutenable. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vise avec ce mot au but? On vise évidemment cette idée de croissance, mais on vise à l'époque, en 2002, l'idée de développement durable. Hein. On dit, bon, cette histoire de développement durable, ça ne marche pas. Tout nous montre que ça n'a eu aucun effet bénéfique sur l'état écologique de notre planète, à la limite presque au contraire. Donc, il faut sortir de cet appel à un développement durable, de cette proposition d'un développement durable, pour aller vers une décroissance, alors soutenable ou conviviale. Serge Latouche propose décroissance conviviale, d'autres proposent décroissance soutenable, peu importe, c'est à peu près la même chose.
ce qui est intéressant quand on fait ensuite l'historique de l'idée qui est derrière ce slogan, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas des idées nouvelles. C'est intéressant et parfois un peu inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a des humains qui travaillent depuis un bon bout de temps pour faire entendre ces choses-là, et qui manifestement n'ont pas encore été entendus. Mais en gros, je trouve que les textes, souvent les plus puissants, les plus forts, ils ont été écrits dans les années 60-70 en Occident. Et puis là, en fait, on est en train de creuser. On a toute une génération de jeunes historiens qui vont fouiller dans les poubelles de l'histoire et qui ressortent de ces poubelles un tas de critiques plus ou moins intellectuelles, pas toujours intellectuelles, mais du productivisme, des critiques de la société industrielle. Et en fait, on se rend compte que depuis les débuts de la société industrielle, il y a des humains qui considèrent que c'est une façon complètement destructrice et déshumanisante de vivre. Donc, c'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau. On est simplement en train de découvrir ça et de redécouvrir ça, notamment grâce à ces travaux d'historiens. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que maintenant, on arrive presque à 20 ans d'existence de cette idée qui, donc, bizarrement, en fait, naît vraiment, se développe, prend de l'ampleur, surtout en France et en Europe latine. En fait, c'est chez les Latins donc, que ça prend. En Italie, en Espagne, en Belgique, en tout cas du côté de la Wallonie, en Suisse romande, c'est très net au départ. Alors, c'est plus le cas maintenant, mais c'est assez rigolo de voir que les Anglais, par exemple, ont mis du temps à traduire le mot décroissance, au sens où je l'utilise là. Je pense que ça s'est fait dans les années 2008-2009, où ils ont finalement utilisé le mot degrowth. Mais ils ont eu du mal. Alors, comme dit Serge Latouche, pour se moquer des Anglais, les Anglais, ils ne comprendront jamais la décroissance. C'est eux qui ont inventé le capitalisme. Donc, ils peuvent pas. C'est tellement contradictoire qu'il y a quelque chose de. Bon, voilà. Ça vous donne un peu la perspective générale. C'est une blague, ça reste une blague, mais c'est quand même intéressant de souligner que c'est du côté latin que l'idée a émergé. Si on essaye donc de la définir, mais vraiment de la façon la plus simple, cette idée de décroissance aujourd'hui, la revendication est extrêmement simple. C'est un appel à rompre avec cette course à la croissance. C'est-à-dire, il faut pas qu'on se donne la décroissance du PIB comme objectif. Il faut qu'on se donne comme objectif d'arrêter de courir après cette croissance et de se donner d'autres objectifs en tant que société. On doit courir après autre chose. Mais plus ça. D'où l'idée que le mot le plus adéquat pour désigner ce qu'on veut, ce serait plus le mot accroissance, comme on parle d'athéisme. Mais bon, voilà, le mot, il est bien, mais notamment à l'oral, ça ne fonctionne pas. Si je vous dis je suis un promoteur de la croissance, vous allez comprendre l'inverse de ce que je cherche à vous dire. Donc, décroissance permet d'éviter ce genre d'ambiguïté. Donc, voilà pour l'explication un peu du mot et pourquoi on tient quand même à ce mot-là. L'autre raison pour laquelle on tient à ce mot-là, c'est qu'il est justement très peu récupérable par, on va dire, le système dominant. La notion de développement durable, elle n'est pas du tout contradictoire avec les dynamiques capitalistes. Promettre à un chef d'entreprise un développement durable, c'est ce dont il rêve, c'est ce à quoi il travaille. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre cette notion de développement durable et ses objectifs habituels. Par contre, arriver avec l'idée de décroissance, là, on vient questionner vraiment un aspect fondamental de la dynamique de nos sociétés, et en particulier de nos économies. Alors, c'est sûr que comme c'est une idée qui commence à gagner un peu de terrain, ses adversaires commencent à essayer de la décrédibiliser. Au départ, elle était ignorée, ensuite elle a été moquée, et aujourd'hui, notamment depuis un an, là, il y a un certain nombre de critiques qui sont formulées par des économistes, par des hommes, des femmes politiques, et qui disent regardez, depuis un an, avec la gestion de la pandémie, on vit en décroissance, en fait. C'est ça que vous voulez, la décroissance? Alors non, ce qu'on vit depuis un an, ce n'est pas une décroissance au sens où on la défend. Ce qu'on vit, c'est ce que les économistes ont toujours appelé jusqu'ici une récession, voire une dépression économique, c'est-à-dire en fait une espèce de décroissance involontaire, une décroissance forcée par la dynamique même du système qui génère des crises régulièrement, et ça se traduit par effectivement une baisse du PIB, mais ce n'est pas ça qu'on met de l'avant. Ce qu'on met de l'avant, c'est bien une sortie volontaire de cette course à la croissance. On n'est pas du tout là-dedans actuellement. Alors voilà, j'ai terminé de répondre à la première question. Qu'est-ce que c'est que cette décroissance? Alors pourquoi refuser cette course à la croissance?
alors même que finalement elle fait l'unanimité. Il n'y a pas beaucoup d'idées dans notre monde qui fait l'unanimité comme ça. Quand on regarde, il n'y a pas grand-chose qui rallie autant de monde. Alors pourquoi se payer le luxe de taper sur l'idée qui semble rassembler tout le monde à travers la planète? Bon, alors pour essentiellement trois raisons. Trois raisons. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je résume le problème, ce que je reprends dans mon bouquin. J'ai un chapitre pour chacune de ces critiques. La première raison, c'est la plus évidente. C'est la raison écologique. C'est celle à laquelle on associe en général l'idée de décroissance. Mais vous allez voir que l'idée de décroissance, à mon avis, va beaucoup plus loin qu'une simple critique écologique. Mais bon, force est de constater que c'est sans doute la raison la plus évidente et la plus incontestable. C'est ce constat que cette course à la croissance, elle est profondément destructrice, et donc en fait autodestructrice pour l'humanité. Dans la mesure où aujourd'hui, c'est une course qui s'est emparée de la planète tout entière. Alors, pour résumer l'argument, donc là aussi de manière extrêmement simple, et ça supposerait des discussions et des précisions que je propose dans mon bouquin. Si on veut produire toujours plus de biens et de services, donc si on veut produire toujours plus de marchandises, comme j'ai appelé ça tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça amène à mobiliser toujours plus de ressources, qu'on appelle de ressources naturelles, et ça amène aussi à générer toujours plus de déchets. En fait, ce qu'on constate historiquement jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand on a généré de la croissance, on a toujours également consommé, c'est-à-dire dégradé, toujours plus de ressources naturelles, et on a généré toujours plus de déchets. On n'a jamais été capable de faire autrement que cela aujourd'hui. Il y a même une corrélation très parfaite entre le PIB, donc notre indicateur de mesure de la croissance, et la consommation d'énergie. Plus vous avez un PIB qui monte, plus ça suppose que vous consommiez de l'énergie. En fait, les deux sont étroitement liés. Alors quand cette énergie elle est d'origine fossile, on sait ce que ça donne. Ça donne tous les problèmes dont on parle, à commencer par le dérèglement climatique. Le problème qu'on a donc effectivement, c'est que ces ressources naturelles, elles sont de fait limitées, y compris ce qu'on appelle un peu à tort les ressources dites renouvelables. On a l'impression que quand on a dit ça, on a des ressources qui sont disponibles à l'infini puisqu'elles sont renouvelables. Oui, elles sont renouvelables à condition de les utiliser à un rythme qui permet leur renouvellement. Or, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est absolument pas ce qu'on fait. Là aussi, il y a des indicateurs comme le jour du dépassement dont on parle. Tous les indicateurs peuvent être critiqués, mais celui-là aussi, mais il est quand même intéressant de constater que chaque année, ce jour du dépassement arrive un peu plus tôt dans l'année. Ce jour du dépassement, c'est le jour à partir duquel en fait on a consommé justement toutes les ressources renouvelables pour leur permettre de se renouveler sur l'année en fait. Donc on le fait. Je pense que l'année dernière, on a, grâce à la Covid, d'une certaine façon, on a dû gagner 15 jours, mais ça a dû se passer vers la mi-août au lieu de la fin juillet. Mais en gros, voilà. Donc en gros, à la fin juillet, là, en tout cas en 2019, on avait déjà consommé toutes les ressources renouvelables disponibles. Donc, à partir de cette date-là, c'est comme si on allait un peu taper dans notre capital. C'est-à-dire qu'on allait en fait éroder cette capacité de nos ressources à se renouveler elles-mêmes. Bon. Et si on vivait tous comme on vit au Canada, c'est pas à la fin juillet qu'on arriverait à ce jour du dépassement, c'est quelque part autour du 18 mars, autour du printemps. Voilà. Donc, au printemps, on aurait déjà consommé tout ce qui était disponible en termes de ressources renouvelables. Après, ça signifie qu'on va piocher dans la capacité même de la Terre à produire ces ressources. Bon. Ça, c'est une façon de le signaler. Il y a plein d'autres limites, donc à la fois en termes de ressources, mais aussi en termes de capacité de nos systèmes à assimiler nos déchets. Sachant qu'on a des déchets notamment qui sont inassimilables. Par exemple, le plastique. On sait que le plastique n'est pas assimilé par les systèmes biophysiques. Le plastique, qu'est-ce qu'il fait? Il se dissémine. Il se dissémine dans nos environnements, et on sait qu'on en retrouve aujourd'hui absolument partout. On ne sait pas encore bien quels vont avoir tous les effets du plastique et de cette dissémination, mais on sait qu'on en retrouve absolument partout, que ce soit dans nos excréments, dans la glace des pôles, enfin bon, voilà. Donc c'est le genre de choses, le genre de problème qu'on génère.
Alors, donc, d'où le constat, hein, c'est cette course à la croissance, elle est tout simplement insoutenable écologiquement. Alors, voilà, on est en train de détruire les conditions de possibilité de l'existence humaine sur la planète, et pas seulement humaine. Hein. Alors, on ne va pas détruire la vie, je pense que la vie va être beaucoup plus forte que tout ce qui pourrait arriver de pire. Par contre, il est possible effectivement il est possible qu'on en arrive à détruire l'espèce humaine. Si, comme certains le pensent, nous sommes engagés dans la 6e extinction de masse depuis les origines de la Terre, 6e extinction d'espèces vivantes depuis les origines de la Terre, certains défendent cette thèse aujourd'hui, il est fort possible qu'on fasse partie, évidemment, des espèces qui vont disparaître. La dernière extinction, celle d'il y a 65 millions d'années, qui avait emporté les dinosaures non aviens, les gros dinosaures, là, pas ceux qui sont devenus les oiseaux. Apparemment, aucun animal de plus de 25 kg n'a survécu. Bon, alors, vous voyez notre poids moyen, bon, on est pas mal dans la cible potentielle. Alors, les extinctions ont elles ont toutes leurs particularités, mais enfin bon, c'est quand même intéressant de garder en tête cette anecdote, on va dire. Si j'ose dire. Alors, pour l'illustrer, là, j'ai pris un schéma extrêmement célèbre qui synthétise 2 études, surtout une grosse étude, la fameuse étude commandée par le Club de Rome à un groupe de chercheurs du MIT au début des années 70, étude qui est parue sous le titre, en anglais, c'était Limits to Growth. En français, ça a été traduit par Halte à la croissance. C'est paru en 72. Ces chercheurs, en fait, avaient une mission que leur a confié le Club de Rome, qui était de dire qu'est-ce qui va se passer à l'échelle mondiale si on continue à croître sur le plan économique et sur le plan démographique comme on le fait aujourd'hui. Hein, qu'est-ce qui pourrait se passer? Faites-nous des scénarios. Essayez de modéliser la dynamique des interactions entre les humains et le système terrestre. Si vous modélisez ça et si vous faites des scénarios, ça nous donne quoi? Alors, cette étude est très fascinante puisque en 72, ces chercheurs ont dit, bah, écoutez, si on continue, on va vers en fait une situation de dépassement des limites biophysiques planétaires et très probablement ensuite d'effondrement de nos sociétés, en tout cas d'effondrement de la population et très probablement d'effondrement de nos sociétés. Sans du tout s'aventurer d'ailleurs sur le terrain de savoir à quoi ça ressemblerait un effondrement, enfin bon, en tout cas un déclin assez prononcé de nos sociétés et avec une baisse de la population. C'est ce qui est présenté sur ce schéma-là. Vous avez les variables essentielles de leur modèle, donc les ressources non renouvelables, la production de nourriture par individu, la production de services, la production industrielle, la pollution, la population. Voilà, bon, c'est les variables de base. Ça, c'était le scénario en 72 qu'ils appelaient business as usual. Qu'est-ce qui se passe si on ne change rien? Si politiquement on n'intervient pas, si on ne vient pas essayer de modifier ces trajectoires, qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, ils disaient bah, on va vers le dépassement et l'effondrement avant même la moitié du 21e siècle, en fait. Alors après, ils ont travaillé sur d'autres variables. Ils ont dit, bon, peut-être que notre modèle n'est pas bon, enfin, peut-être que nos données ne sont pas bonnes, peut-être qu'on a été trop pessimiste, par exemple, sur les ressources. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute beaucoup plus de ressources non renouvelables? Bon, qu'est-ce que ça fait? Alors, bah, ce qu'ils constataient, c'est qu'on déplaçait le problème un peu dans le temps, hein, mais qu'on était rattrapé par un autre problème qui n'était plus le manque de ressources. Là, c'est vraiment le manque de ressources qui crée cet effondrement. Mais dans le scénario numéro 2, c'était le surcroît de pollution. Hein, c'était beaucoup trop de pollution qui vient là aussi gripper le système parce qu'on va devoir développer de plus en plus, enfin, utiliser de plus en plus de moyens pour lutter contre les effets de la pollution, par exemple. Donc, ce qu'on utilisait avant pour produire de la nourriture, ça va être utilisé pour, en partie, essayer de nettoyer ce monde, quoi. Bon, donc là aussi, c'est des possibilités d'existence qui diminuent. Tout ça pour dire que dans tous leurs scénarios, on allait vers le dépassement et l'effondrement, sauf dans le scénario où on arrêtait la croissance, la croissance économique. Et alors, évidemment, il y a des chercheurs qui maintenant, avec l'historique que nous avons, qui ont essayé de voir si leur scénario était juste ou pas. Notamment, vous avez donc un chercheur australien qui s'appelle Turner, qui a repris les données de base de leur étude et qui a essayé de regarder si ce qu'on observait depuis 1970 s'était avéré plus ou moins juste, et notamment sur ce scénario-là. C'est ce que vous avez, c'est la colonne grisée. La colonne grisée, ça correspond à ce qui a été observé par ce chercheur sur ces différentes variables. Alors, vous voyez qu'en gros, qu'est-ce qui a été observé effectivement? Ça ressemble drôlement à ce qui avait été pronostiqué par leur scénario. Hein. Le scénario, c'est les courbes en pointillés. Ce qui est observé, c'est la courbe en continu. Hein. Donc, la courbe en continu, elle se superpose quasiment à la courbe en pointillés.
Bon, alors ça dit pas que ces chercheurs et que ce scénario, c'est lui qui va se réaliser. Ça dit quand même que leur modèle était assez bon, hein, jusqu'ici, leur modèle a pas mal fonctionné, quoi. Bon, alors il y a beaucoup plus de travaux, beaucoup plus sophistiqués ces dernières années. Là, c'est en pleine ébullition. Vous pouvez trouver plein de travaux qui viennent discuter là, ce modèle. Mais bon, ça a l'air de. Enfin, il y a quand même il y a un accord assez général sur la force de ce travail et sa pertinence. Bon, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On n'en sait rien. Mais on a quand même un premier argument là pour dire attention, attention, cette course à la croissance, elle est quand même drôlement menaçante pour la stabilité de nos sociétés et pour en fait l'espèce humaine. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, et donc là, on quitte le territoire proprement écologique, même si à mon avis on ne peut pas vraiment dissocier les deux, c'est aussi un argument qui consiste à dire non seulement c'est pas soutenable, mais en plus cette course elle s'avère assez foncièrement injuste. Et elle s'avère foncièrement injuste au regard d'une de nos valeurs fondamentales, qui est la valeur de l'égalité entre les humains. Premier constat, première critique qui fait écho à ce que je viens de raconter sur la dimension écologique, c'est qu'on est quand même en train de dégrader la planète et de transmettre en fait aux générations qui viennent une planète qui va être en bien moins bon état qu'on ne l'a trouvée nous en arrivant en fait. Hein. Donc ce qu'on transmet là à nos éventuels descendants, bah, c'est des conditions d'existence a priori moins propices. Hein. Et donc on pourrait parler d'une injustice intergénérationnel. On pourrait dire, ben non, c'est pas tout à fait vrai, on leur donne aussi beaucoup de savoir, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de capitaux, ça va leur servir. C'est vrai. Donc on ne laisse pas que des dégâts, on ne laisse pas que une cuisine dégoûtante hein, et un réfrigérateur vide aux générations qui viennent. Mais en même temps, justement, ces infrastructures énormes qu'on leur laisse, dans quelle mesure ne vont-elles pas devenir des déchets à leur tour, hein, parce que ces infrastructures, on les a élaborées avec des ressources énergétiques qui étaient peu coûteuses, qui étaient abondantes, donc je pense au pétrole. Quand ces ressources seront plus là, est-ce qu'on va être capable d'entretenir de telles infrastructures? C'est à peu près sûr que non. Donc en fait, ce n'est pas forcément un cadeau, hein, c'est ce type de biens qu'on leur transmet. Puis ne parlons pas évidemment d'autres déchets. Hein. Les déchets nucléaires, par exemple, ça c'est un sacré cadeau qu'on fait aux générations futures, puisqu'on sait que les déchets les plus dangereux sont mortels pour des dizaines de milliers d'années. Donc voilà le genre de cadeau qu'on fait à l'avenir. On ne sait même pas comment s'assurer que les humains du futur, s'il y en a, ne touchent pas aux sarcophages dans lesquels on enferme ces déchets. Il faut même imaginer que peut-être la langue aura changé dans 30 000 ans. On ne parlera plus nos langues actuelles. Donc, quel langage utiliser? On est quasiment comme si on devait parler à des martiens. Quoi. Donc, pour leur dire, surtout ne touchez pas à ces sarcophages. Hein. Bon, et pas seulement pour des raisons de respect, comme dans les pyramides d'Égypte. Nous c'est vraiment, si vous tenez à votre vie, n'y touchez pas. Mais on ne sait pas le faire. Bon, c'est ça le genre de problème qu'on a, notamment. Bon. On pourrait dire, pour être un peu critique avec notre civilisation, si on la compare avec les autres, c'est qu'elle se caractérise par le fait de produire de plus en plus d'artefacts, de biens à durée de vie toujours plus courte. Hein. Les biens qui sont produits ont une durée de vie toujours plus courte et des déchets à durée de vie toujours plus longue, en fait. Hein. C'est caricaturé, mais ce n'est pas complètement faux si on compare avec d'autres grandes civilisations. Bon, alors, donc ça, c'est une première injustice, déjà. Mais sans même parler des rapports entre les générations, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette course à la croissance, en fait, elle profite à une petite minorité des humains. Hein. En gros, ils me ressemblent pas mal. Ils ont à peu près mon âge. Ils sont blancs, ils sont occidentaux. Ils sont plutôt chefs d'entreprise ou cadres supérieurs. Mais voilà, là, on a une humanité qui profite pleinement de cette croissance. Par contre, celles qui en subit toutes les conséquences, c'est une humanité plutôt féminine, plutôt au sud, hein, beaucoup plus jeune que moi. Bon, et donc des disparités qui se creusent entre les pays et au sein même de nos pays, en fait. Hein. Et ça, c'est une des grandes promesses de la croissance. Hein. On nous a raconté que la croissance allait contribuer à réduire les inégalités. Qu'est-ce qu'on constate au cours des dernières décennies? C'est tout l'inverse. Ces inégalités n'ont pas cessé de se creuser. Bon, là, je vous renvoie notamment au travail essentiel de Thomas Piketty hein, dans son bouquin « Le capital au XXIe siècle », qui est d'autant plus intéressant que Piketty n'est pas un anticapitaliste, n'est pas un décroissanciste,
Mais qu'est-ce qu'il constate avec ces données, hein, son travail, c'est surtout d'avoir rassemblé des données sur plusieurs siècles, dans plusieurs pays, et il constate que structurellement, la course à la croissance génère des inégalités, hein, fondamentalement. Alors pourquoi? Alors Piketty, il l'explique pas trop, enfin, bon, il ne s'aventure pas trop là-dessus. Je vous suggère donc une explication qui reste à débattre, mais pour moi, ça tient au fait que cette croissance, elle repose sur des rapports d'exploitation, des rapports très inégaux entre humains. Le premier de ces rapports d'exploitation, c'est le salariat, c'est le rapport salarial. Alors, on a perdu l'habitude de voir le salariat comme un rapport d'exploitation. C'était clair quand le salariat s'est installé, s'est instauré en Occident, c'était évident pour ceux qui le subissaient, hein. Les premiers salariés voyaient le salariat comme un esclavage et n'en voulaient absolument pas. Bon, depuis le temps, on s'y est habitué. C'est vrai que le salariat, c'est aussi d'une certaine façon trouver aménagé. Bon, être salarié dans les années 60, 70, ce n'était pas la condition la plus inconfortable du monde, c'est certain. Il reste que c'est un rapport inégal, hein, entre des humains qui ont le contrôle des moyens d'existence, ce qu'on appelle les moyens de production dans le bon vieux marxisme, et puis des humains qui n'ont pour vivre que leur force de travail et qui sont donc obligés d'aller se vendre au premier pour, s'ils veulent espérer pouvoir vivre. C'est quand même un rapport complètement inégal, hein, au départ. C'est-à-dire que celui qui n'a que sa force de travail pour vivre, la seule liberté qui lui reste, c'est d'aller choisir son capitaliste, hein. Mais par contre, il est obligé d'aller se vendre. Bon, sinon, il ne mange pas, hein, et il ne vit pas. Bon. Alors, c'est là où on peut dire qu'il y a un rapport d'exploitation. Mais c'est aussi un système, cette course à la croissance, elle a aussi beaucoup reposé sur l'exploitation du travail de reproduction, qui a été assuré très majoritairement par les femmes, même si dans un pays comme le Québec, les choses se sont égalisées peu à peu. Ce qu'on appelle le travail de reproduction, c'est finalement tout le travail qui consiste à donner la vie à de la force de travail, donc faire naître des humains, les élever, les soigner, les aimer, les faire grandir, puis même à l'âge adulte, les nourrir, etc., s'occuper d'eux, bon, leur donner de l'affection, absolument essentiel pour que on ait des travailleurs qui soient efficaces, hein, qui fonctionnent, hein. Bon, c'est tout ce travail-là, ce travail dit de reproduction, donc il a été accompli majoritairement par les femmes et de façon gratuite, hein. Donc c'est ce qu'on appelle un travail invisible, qui était complètement invisibilisé par le système. On l'a justifié au nom de l'amour, très beau sentiment, il n'est pas question de faire la critique de l'amour, mais il reste que ce système n'a jamais payé ce travail, et que s'il avait à le payer, les profits capitalistes seraient à peu près réduits à zéro, hein. On peut penser ça. C'est en tout cas ce que pense le courant féministe des années 70, qui défendait l'idée d'un salaire au travail ménager, en disant, bon, il est grand temps que le système paye pour ce travail essentiel. Et puis, évidemment, il y a l'autre grand rapport d'exploitation, c'est le rapport colonial, en fait, hein. C'est tout le vol, littéralement, le vol des terres, le vol des ressources, le vol des corps humains même, puisque l'esclavage a fait partie de cette grande explosion de la croissance économique au départ. Aujourd'hui, c'est plutôt le néocolonialisme, mais c'est encore un rapport très inégal qui permet de générer ces profits capitalistes et qui profite donc au nord plutôt qu'au sud. Donc voilà. Ça, c'est des injustices intragénérationnelles. C'est illustré, là, j'ai mis un petit graphique qui vient d'un anthropologue anglais qui est très intéressant, Jason Hickel, H-I-C-K-E-L, Jason Hickel, qui vient de sortir un bouquin sur la décroissance aussi, qui va être publié en français, qui s'intitule Less is more, moins c'est plus. Voilà. Alors ça, c'est un petit graphique. Lui, s'est beaucoup intéressé aux questions justement d'injustice. Ça, c'est un graphique qui illustre donc les progrès en revenus exprimés en dollars, en dizaines de milliers de dollars, à l'échelle mondiale, hein, donc de tous les actifs à l'échelle mondiale entre 1980 et 2016, donc sur 36 ans. Donc en gros, c'est les bénéfices de la mondialisation, hein, et donc les bénéfices de la croissance, puisqu'on a une croissance mondiale qui était assez soutenue au cours de ces années. Alors vous voyez, alors il a découpé les revenus, hein, donc par tranche de 10, par décile, hein, et alors vous voyez, dans le premier décile, vous avez donc les plus bas revenus. Vous voyez les gains sur 36 ans, quoi. C'est quasiment nul, hein. Il y a presque rien. Enfin, les plus pauvres n'ont pratiquement rien tiré comme bénéfice de cette mondialisation et de cette croissance mondiale. Par contre, le 10% et surtout le 1% mondial, lui, il a très bien tiré les marrons du feu autour de ces 36 ans. Donc voilà.
Ça, c'est une deuxième raison de crier à l'injustice par rapport à la croissance. Puis on pourrait en rajouter une dernière, que tout le monde n'amène pas. C'est pas une critique qu'on entend chez tous les décroissants. Moi, c'est vrai que c'est à force de discuter avec d'autres collègues, amis, militants, c'est la question animale. Hein. C'est reconnaître que cette croissance des 2 derniers siècles, cette croissance économique énorme des 2 derniers siècles en Occident puis dans le reste du monde, elle s'est traduite aussi par la dégradation des conditions d'existence des autres animaux, et qui, pour une part d'entre eux, ont exactement les mêmes capacités sensibles que nous, hein, souffrent comme nous, ont du plaisir comme nous. Donc là, sur le terrain du plaisir et de la souffrance, c'est pas différent des humains. Et il faut reconnaître que cette croissance s'est faite là aussi sur leur dos, si on peut dire. D'une part, elle s'est traduite par la destruction massive d'animaux sauvages. On a détruit leurs habitats et donc ils ont disparu. Aujourd'hui, ils se réfugient dans quelques îlots encore à peu près protégés. Et puis surtout, on a exploité par ailleurs de façon là aussi massive, extrêmement violente, des quantités inouïes d'animaux domestiques en fait. Bon. Donc on pourrait aussi parler d'une injustice interespèce. Voilà donc le deuxième argument contre la croissance. Même si elle était possible écologiquement, est-ce que ça vaudrait le coup au nom même de la justice, si on prend au sérieux là, évidemment l'idéal de justice? Après, si on s'en fout de la justice, cet argument tombe évidemment. Mais si on prend au sérieux l'idéal égalitaire, si on se soucie de notre manière de penser la justice sociale, il y a l'air d'avoir un petit problème à vouloir poursuivre cette course à la croissance. Troisième argument, qui est à mon avis le plus original, propre à la décroissance et propre à la décroissance telle qu'on l'a réfléchi ici au Québec, notamment grâce à un de mes collègues, amis, camarades, qui s'appelle Louis Marion. Louis Marion, qui est un philosophe québécois de la ville de Québec, quelqu'un d'extrêmement intéressant, que je vous suggère d'inviter. C'est bien de m'avoir moi je suis plus simple que lui, il est plus sophistiqué, mais c'est un bon prolongement de ce que je vous raconte. En fait, ce que je fais, c'est que je vulgarise ses idées un peu. Louis Marion donc, a écrit un très beau livre qui s'appelle « Comment exister encore ?» que je vous conseille. Et donc, au cœur de son livre et au cœur de cette troisième critique, il y a l'idée que cette course à la croissance, elle n'est pas seulement destructrice et injuste, mais qu'elle est aussi profondément déshumanisante, qu'elle est aliénante, c'est-à-dire qu'elle se retourne continuellement contre nous, en fait. Hein. Donc, ce qu'on produit, là, tout ce monde que nous produisons, a priori gagner en liberté, gagner en justice, gagner en bien-être, en fait, a des effets pervers, elle se retourne contre nous, au point que nous devenons nous-mêmes, peu à peu, des moyens au service de cette course à la croissance. Hein. Cette course à la croissance, elle est censée nous servir, elle est censée être là pour notre bien-être, mais finalement, dans bien des cas, on se retrouve dans une position où c'est nous les moyens d'une course qui n'a pas d'autre finalité qu'elle-même, hein, une espèce de course sans fin. C'est l'image du hamster dans sa roue, là, qui tourne, bon, et qui doit courir s'il ne veut pas tomber. Alors, comment défendre cette idée-là? D'abord, en constatant que ce monde-là implique que nous sommes en quelque sorte dominés par les marchandises. C'est ça l'idée d'aliénation. Hein. C'était Marx qui l'exprimait notamment. Voilà, c'est l'idée d'être nos créations qui se retournent contre nous. Comment on est dominé par les marchandises? Regardez, simplement faites l'exercice, regardez autour de vous à l'instant, dans l'endroit où vous êtes, et essayez de trouver un objet autour de vous qui n'est pas une marchandise, hein, qui n'a pas été produit par une entreprise et qui n'a pas été acheté à une marchandise. Vous allez peut-être en trouver. Bon, il y a vos corps pour l'instant, ça n'a pas encore été produit par... Mais ça, les corps, ça va. Mais les entreprises s'y intéressent beaucoup quand même au corps aussi. Il y a beaucoup de choses à exploiter dans un corps, mais autour de vous, il y a probablement essentiellement des marchandises. Bien qu'une part d'entre vous, vous êtes plutôt jeune et vous avez connu un monde certainement où on produisait beaucoup plus par soi-même les choses qu'on utilisait. Donc peut-être que vous, par rapport à chez moi, vous avez plus de choses qui ont été produites par vous-même, mais ça reste extrêmement rare. Ce qui fait, pour le dire autrement et de façon un peu moins plaisante, c'est-à-dire aujourd'hui, il est tout simplement impossible de vivre sans marchandises. Voilà. Bon, la vie, elle est matériellement impossible sans marchandises. Pour vivre, il nous faut des marchandises. Hein, et on n'a pas le choix. Donc, c'est magnifique. On rentre dans un magasin, on a le choix entre plein de marchandises. Mais il y a un choix qu'on n'a pas, c'est de dire, moi, je ne veux plus vivre avec des marchandises. C'est terminé. Bon, en fait, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Et là encore, c'est intéressant de vous parler à vous, parce que vous avez connu un monde où je pense que c'était encore un peu possible, beaucoup plus possible. Hein, mais pour les jeunes qui naissent aujourd'hui, c'est carrément impensable. Et alors, comment est-ce qu'on va chercher ces marchandises dont nous avons absolument besoin pour vivre?
il faut aller vendre notre force de travail dans des entreprises. Donc, il faut en fait aller travailler à produire ou coproduire ou aider à produire des marchandises, si on veut obtenir le salaire qui va nous permettre d'acheter ces marchandises. Ce qui fait qu'on est coincé des deux bords. Si on veut vivre, il nous faut des marchandises. Et si on veut des marchandises, il nous faut aller en produire. Et si on veut garder notre boulot et donc notre salaire dans l'entreprise ou la quasi-entreprise où on travaille, il faut en plus qu'on soit bon, il faut qu'on soit rentable, il faut qu'on soit productif. Sinon, on perd notre job. Donc, en fait, il faut être soi-même un très bon producteur de marchandises pour pouvoir acheter ces marchandises. Voilà en quoi on est coincé dans ce système. Et on est rigoureusement coincé, y compris quand on va se mettre en Gaspésie comme des amis dans un éco-hameau. Eux-mêmes, pour vivre, ont absolument besoin, par exemple, quand même de leur automobile. Donc, ils ont besoin de mettre de l'essence dans leur automobile. Donc, ils ont besoin de générer un peu d'argent. Pour générer cet argent, enfin, vous voyez le processus. Voilà le première limite drastique, fondamentale à notre aspiration à la liberté. Deuxième limite, cette croissance, elle a été rendue possible par l'introduction dans nos modes de production des machines. Ça, s'il y a aussi une invention occidentale qu'il faut souligner, c'est l'introduction de la machine, c'est-à-dire la machine, un dispositif technique doté d'un moteur, donc qui a sa propre autonomie, alors notamment le moteur à feu, c'est ce qu'on a développé au départ. Ça, là, il y a une vraie invention technique propre à l'Occident. Et notre croissance, elle n'est pas trop pensable sans ces machines. Parmi les problèmes que posent ces machines, il y a des problèmes écologiques. Évidemment, c'est en brûlant du charbon, puis du pétrole, puis du gaz, comme on l'a fait dans ces machines, on est en train de déstabiliser profondément, notamment le climat terrestre. Mais par ailleurs, ces machines, pour bien fonctionner, en fait, elles vont avoir tendance à constituer un système technicien toujours plus intégré. Une machine va bien fonctionner en général quand elle va être associée à d'autres machines pour assurer sa performance maximale. Alors tout ça, ça a fini par constituer un immense système sur lequel, en fait, on n'a plus aucun contrôle. En tant qu'humain, on a zéro contrôle. Et ça vient complètement contredire cet idéal de liberté qui est censé être le nôtre. En fait, on est complètement soumis au système. Pour vous le faire sentir un peu, j'aime bien cette citation d'un économiste allemand qui s'appelle Wolfgang Sachs, qui dit ceci, je le cite. Examinons par exemple un mixeur électrique. J'imagine que vous avez ça chez vous, comme moi. Alors, il extrait les jus de fruits en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quelle merveille! À première vue, il suffit de jeter un coup d'œil sur la prise et le fil pour s'apercevoir qu'on est en face du terminal domestique d'un système national et en fait mondial. L'électricité arrive par un réseau de lignes alimentées par les centrales qui dépendent à leur tour de barrages, de plateformes offshore ou de derricks installés dans de lointains déserts. L'ensemble de la chaîne ne garantit un approvisionnement adéquat et rapide que si chacun des maillons est encadré par des bataillons d'ingénieurs, de gestionnaires et d'experts financiers, eux-mêmes reliés aux administrations et à des secteurs entiers de l'industrie, quand ça n'est pas à l'armée. Le mixeur électrique, comme l'automobile, l'ordinateur ou le téléviseur, dépend entièrement de l'existence de vastes systèmes d'organisation et de production soudés les uns aux autres. En mettant le mixeur en marche, on n'utilise pas simplement un outil, on se branche sur tout un réseau de systèmes interdépendants. Voilà. Et en même temps, on continue à se raconter la petite histoire que non, nous sommes le maître de nos outils. L'outil va avoir les effets que nous voulons atteindre. Mais non, pour faire fonctionner la plupart de nos outils, notamment nos machines, ça suppose de mobiliser ce système sur lequel on n'a aucun contrôle. Avec toutes sortes d'effets pervers, notamment les effets écologiques, les coûts que ça représente collectivement pour faire face aux exigences de ces systèmes. Ce qui nous amène à nous dire, ce serait pas mal de s'en passer, en fait. Allez, à partir d'aujourd'hui, je vais me passer de marchandises, on a vu que ce n'est pas possible, je vais me passer, par exemple, d'ordinateur. Non, aujourd'hui, ma vie est impossible sans ordinateur, c'est tout. C'est que c'est des techniques qui sont incontournables. Donc, je n'ai pas le choix, j'ai le choix de mon ordinateur, mais je suis obligé d'avoir un ordinateur si je veux vivre dans ce monde-là. Évidemment, depuis un an, c'est encore pire. Donc, les GAFAM se frottent les mains, évidemment. Ils ont accéléré le processus là, qui tendait à rendre effectivement ces techniques complètement incontournables, mais de toute façon, c'était en marche. Alors voilà cette idée d'aliénation. Comment ces créations assez merveilleuses se retournent contre nous et finalement nous contraignent, viennent limiter notre liberté. Alors là encore,
pourriez me dire, et alors, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et c'est vrai, c'est merveilleux. Bon, mais tout dépend de savoir à quoi on tient. Si on tient à l'idée même de liberté, on est obligé d'accepter que plus ces systèmes se développent, ben, moins il y a de liberté effective de la part des utilisateurs. Le petit dessin que j'ai mis là, donc d'un dessinateur que j'aime bien, qui s'appelle Singer, illustre un peu cette double problématique, hein, le type dans sa bagnole qui est pris dans un embouteillage, parce qu'évidemment, un des effets contre-productifs de nos techniques, c'est ça, c'est des effets d'encombrement. Hein. C'est génial la bagnole, mais plus il y a de bagnoles, moins on va vite. Hein. C'est censé nous permettre d'aller où on veut quand on veut, mais plus il y en a, moins c'est possible. Donc je déteste conduire, mais j'ai besoin d'une voiture pour aller à mon boulot. Bon, et puis une fois au boulot, je déteste mon boulot, mais j'ai besoin d'argent pour payer les traites de ma bagnole. Voilà l'espèce de piège dans lequel on est pris. Et voilà pourquoi il nous semble aussi important de vouloir sortir de cette course à la croissance. Pourquoi rompre avec tout ça? Alors voilà les trois grandes critiques. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Comment est-ce qu'on pense une sortie de ces sociétés de croissance? Comment imaginer la chose? La première chose à accepter, c'est l'idée que si on veut arrêter le désastre sur le plan écologique, mais ce n'est pas seulement, là encore, la question écologique qui est mise de l'avant, mais si on la met de l'avant d'abord, il faut accepter qu'il va falloir produire moins qu'on le fait aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de produire mieux. Hein. Aujourd'hui, en gros, dans les médias, nos responsables politiques, économiques nous invitent à produire mieux et à consommer mieux. Hein. C'est pas ça. Le problème n'est pas là. Hein. Il va falloir arrêter de raconter cette petite histoire. Il faut aller beaucoup plus loin que produire mieux. Il faut produire moins. Pourquoi? Parce que, en fait, là, c'est le deuxième chapitre de mon bouquin. Là, c'est une discussion qui est plus technique, mais on peut montrer donc que toutes les stratégies qui visent à essayer d'éviter d'aggraver la situation sur le plan écologique, qui visent donc à dire on va éviter cette catastrophe en produisant mieux, mais sans renoncer à continuer la croissance. Toutes ces stratégies, elles butent sur trois types de limites, en fait, des limites qui sont à la fois biophysiques, des caractéristiques biophysiques planétaires, des limites économiques et des limites politiques. Juste une petite illustration d'une des limites économiques les plus importantes de cette stratégie, c'est ce qu'on appelle les effets rebonds. Les effets rebonds, c'est bien illustré dans un bouquin de vulgarisation que j'ai mis en illustration de David Owen, Vert Paradoxe. Exemple d'effet rebond. Vous produire mieux, par exemple, ce serait d'avoir des voitures à essence qui ont des moteurs plus efficaces et donc qui peuvent faire le même nombre de kilomètres avec moins d'essence. Bon, alors ouais, là, on aurait quelque chose qui irait dans le sens d'un produire mieux, qui permettrait peut-être de faire des économies sur le carburant. Donc, quelque chose qui paraît assez sensé. Mais dans un monde tel que le nôtre, en fait, qu'est-ce que ça fait, ce genre d'innovation technique, cette façon de produire mieux? C'est qu'on se rend compte que finalement, avec cette économie qui est réalisée, l'utilisateur de la voiture, qu'est-ce qu'il va faire? Dans certains cas, il va faire plus de kilomètres. Hein, et donc, il va pas, parce que l'essence va lui coûter le même prix, mais il va pouvoir faire plus de kilomètres qu'avant, hein, avec sa voiture plus efficace. Donc finalement, le gain sur la ressource, il est annulé. C'est ce qu'on appelle un effet rebond direct. Et par exemple, il va aller s'installer un peu plus loin à la campagne, en banlieue, un peu plus loin. Bon, finalement, une voiture plus efficace, ça lui coûte moins cher, ça lui coûte la même chose en essence qu'avant, il habite plus loin. Mais donc, ou alors, s'il a économisé effectivement l'argent sur l'essence qu'il a économisé, c'est-à-dire s'il a fait le même nombre de kilomètres, s'il n'en a pas profité pour rouler plus, il a économisé donc un peu d'argent sur son essence, il a un petit budget supplémentaire. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce budget? Si à la fin de l'année, il se paye un billet pour Cuba, et finalement, il va avoir une pratique qui va être encore plus désastreuse sur le plan écologique. Il va annuler complètement le gain effectué sur l'essence de sa bagnole en consommant du kérosène dans l'avion. Ça, c'est un effet rebond indirect. Alors, quand on rentre là-dedans, là, on se rend compte que c'est partout. Partout, on a ce genre d'effet rebond. Donc ça vient en fait annuler à peu près tous les gains offerts par les progrès techniques, hein, qu'on nous présente comme des manières d'économiser nos ressources. En fait, ça a plutôt l'effet inverse, hein, ça vient plutôt inciter à une surconsommation de ces ressources. Alors donc, si on veut vraiment respecter les limites biophysiques planétaires, il va falloir produire moins. Hein, et donc, produire moins qu'on le fait aujourd'hui et fixer des limites à ce qu'on va produire. Ce serait la première proposition minimale de la décroissance.
Deuxième proposition, fixer des limites à la production, donc à la consommation, forcément, dans un monde qui est déjà profondément inégalitaire, même si au Québec, on n'est pas les pires, mais on reste quand même, y compris au Québec, dans un monde qui est très inégalitaire. C'est tout à fait indéfendable moralement. Ça va condamner les plus pauvres déjà à vivre encore plus mal. Et c'est en fait probablement suicidaire politiquement. Là, on a eu le cas des Gilets jaunes en France, à qui on a essayé d'imposer une limite, alors une limite assez douce, faire payer un peu plus cher un certain type de carburant. Vous avez vu ce que ça a donné. Ça a quasiment créé la révolution en France. On n'était pas très loin d'un mouvement révolutionnaire. En tout cas, l'insurrection était très sévère. Donc, on voit bien ce que ça peut générer, notamment sur des populations qui sont déjà dans des situations assez critiques. Bon. Donc, à la fois pour des raisons morales et politiques, si on produit moins, il va falloir, dans le même mouvement, partager beaucoup plus nos moyens d'existence. Au nom notamment de l'idéal d'égalité qui est censé être le nôtre, qui est inscrit dans tous nos grands textes, enfin, etc. Bon. Alors c'est un joli mot, partage, c'est un mot que j'aime bien, il sonne un peu chrétien, et pourquoi pas, mais évidemment si on assume l'idée du partage jusqu'au bout, ça a des implications qui peuvent être assez dérangeantes pour certains humains aujourd'hui, pour les plus puissants notamment, puisque s'il faut partager plus nos moyens d'existence, il va falloir par exemple remettre en question la propriété privée telle qu'elle existe aujourd'hui. La propriété privée lucrative devrait être questionnée. Il ne s'agit pas forcément d'abandonner complètement l'idée de propriété, mais plutôt de revaloriser ce qu'on appellerait une propriété d'usage. Être propriétaire de ce qu'on utilise, de la maison qu'on utilise, oui, tout à fait essentiel, crucial. Pour une vie digne, c'est pas mal de pouvoir garantir à un humain l'accès à un logement décent pour lui et à ce que ça soit protégé, etc., par la société. Par contre, la possibilité de faire de l'argent avec un logement, avec une terre, avec des capitaux, c'est ça qui serait à questionner dans cette perspective. Ce qu'on appellerait donc la propriété lucrative. Ça, c'est une des incidences éventuellement désagréables de l'idée de partage. Mais je pense que si on est sérieux avec le diagnostic que j'ai posé au départ, on ne peut qu'arriver à cette proposition-là. Alors ça tombe bien en même temps parce que un des trucs qu'on constate depuis plusieurs décennies maintenant, et c'est intéressant là aussi parce que c'est pas des gauchistes qui l'ont identifié, ce phénomène, c'est d'abord des économistes tout à fait libéraux, tout à fait pro-capitalistes, c'est le fait que les facteurs les plus déterminants du bien-être dans les sociétés occidentales, aujourd'hui, ça ne semble plus être justement notre capacité à générer de la croissance. La hausse du PIB, ou en tout cas les variations du PIB, c'est pas ça qui va avoir des incidences, qui va avoir les incidences les plus déterminantes sur nos grands, nos grands indicateurs de bien-être. Ce qui est le plus favorable à une amélioration de notre bien-être, qu'on le mesure de manière subjective, en demandant aux gens comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes heureux, ou qu'on le mesure de manière objective, en regardant par exemple l'espérance de vie, donc une mesure très objective, enfin, plus objective du bien-être. On peut discuter de la pertinence de ces indicateurs, mais admettons-les. Si on les admet, qu'est-ce qui fait varier à la hausse ces indicateurs le plus? C'est notre capacité à réduire les inégalités dans nos sociétés. Le bouquin de Wilkinson et Pickett, l'égalité c'est mieux, est un bouquin absolument fascinant là-dessus. C'est une démonstration extrêmement impressionnante de cette idée, mais qui n'est pas une idée donc nouvelle. Esterline, que j'ai mis là en illustration, c'est un économiste qui, dès les années 70, je crois, ou 80, fait ce constat que à partir d'un certain niveau de PIB par habitant, le fait que ça continue à monter, ça n'a plus aucune incidence positive sur le sentiment de bien-être des gens. En fait. Donc voilà, partagez plus. Et puis, dernière proposition qui s'ajoute, et là aussi qui est indissociable des deux premières, il va falloir aussi décider ensemble. S'il s'agit de fixer des limites à ce qui est produit, et s'il s'agit de partager nos moyens de vivre, il va falloir en décider ensemble. Là aussi pour toutes sortes de raisons, à la fois par cohérence avec l'idéal de liberté qui est censé être le nôtre. Nous vivons en principe dans des démocraties, donc on devrait avoir un droit de délibération et de décision sur la façon dont on va fixer ses limites, sur la manière dont on va partager nos moyens de vivre. Donc revendiquer ce droit paraît tout à fait essentiel. Et puis je dirais aussi pour des raisons d'efficacité. Plus les humains vont être mêlés à cette décision, plus ils vont pouvoir participer à cette décision, plus ils vont aussi la soutenir. Il y a aussi une visée très pragmatique dans cette proposition.
Alors, là aussi, ça implique quoi, décider ensemble? Ça impliquerait en fait, une démocratisation de nos institutions politiques. Hein. Donc, et là, là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a tout un mouvement. Au Québec, il est assez puissant aussi quand même. Enfin, un peu partout en Occident, il y a un mouvement qui rallie toutes sortes de gens autour de l'idée que il est grand temps de transformer nos institutions pour qu'elles soient cohérentes vraiment avec l'idée de démocratie, hein, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc je renvoie à toutes sortes de critiques, toutes sortes de mouvements. Nous vivons dans, enfin, pour le dire de manière trop rapide, hein, mais je sais que Alain Deneau notamment aussi défend ce genre d'idée. Mais si on accepte l'idée de démocratie, si on l'accepte vraiment, si on l'assume, lorsqu'il s'agit de désigner, par exemple, des représentants pour prendre des décisions, pour débattre, etc., la procédure la plus cohérente avec l'idéal démocratique, c'est le tirage au sort. Hein, c'est le tirage au sort. Si la démocratie, c'est le gouvernement des hommes, des humains, par les humains, pour les humains, ça suppose d'assumer que n'importe qui parmi nous, dans notre collectivité, pourrait participer à ça. Et donc, le tirage au sort est vraiment la formule la plus cohérente qui soit. Il y a de plus en plus de gens qui mettent ça de l'avant. D'ailleurs, avec Alain Deneau, on avait fait une proposition qui allait dans ce sens-là, la création d'une chambre haute au Québec qui serait en charge d'examiner tous les projets de loi, notamment par rapport justement aux exigences écologiques. Cette chambre haute serait tirée au sort. Mais on s'était fait rire de nous, hein, par beaucoup de gens, mais je pense que c'est une idée qui est en train de gagner du terrain quand même et qui mériterait d'être débattue. Évidemment, il y a un certain nombre de gens qui n'aimeraient pas du tout en débattre. Hein. Notamment, je suis dans une école où on forme des experts, et donc on forme des gens qui pensent que toutes ces questions-là doivent être réglées par des experts. Donc je pense que non, je pense que les experts peuvent être très utiles, mais pour nous conseiller, pour nous faire voir des choses, mais certainement pas pour prendre la décision. Donc la décision, elle devrait être celle de la collectivité. Bon. Fondamentalement. Alors, mais par contre, la petite critique que je ferai à tous les groupes qui aujourd'hui disent que le grand problème, c'est que nous ne vivons pas vraiment dans des démocraties, je pense que c'est juste un des problèmes, mais ce n'est pas le seul problème. L'autre problème, c'est que nous sommes aussi dépendants de ces systèmes économiques et techniques dont j'ai fait la critique tout à l'heure, et qu'il n'y aura pas de véritable liberté, au sens où il n'y aura pas vraiment de possibilité de décider de nos manières de vivre ensemble tant qu'on sera branché à ces grands systèmes aujourd'hui mondialisés qui nous dépassent de tous les côtés, en fait. Donc, ce n'est pas seulement nos institutions politiques qui sont en jeu, c'est aussi tout simplement les infrastructures fondamentales qui soutiennent nos vies, en fait. Hein, ces systèmes économiques mondialisés, ces systèmes techniques très vastes qui sont eux aussi quasiment mondialisés. Donc, il faut trouver les moyens de se débrancher de tout ça, si on tient là encore à cette idée d'autonomie. Là encore, on peut dire, on s'en fout, finalement, c'est un monde qui nous donne tout ce dont on a besoin, d'accord, on n'est pas libre, mais si j'aime ça, tant pis, ok. Je pense qu'en même temps, les effets pervers vont être de plus en plus inconfortables, que ça va être difficile de continuer à penser comme ça, mais pour l'instant, on peut encore penser des choses comme ça. Je vois qu'il est 11h17 et qu'il faut laisser un temps à la discussion. Je pense que Mme Germain va bientôt me rappeler à l'ordre. Donc, peut-être que je peux juste terminer sur cette diapositive. Les implications pratiques de cette espèce de feuille de route minimale, hein, qui fait le sous-titre de mon bouquin, Produire moins, partager plus, décider ensemble. Qu'est-ce que ça implique fondamentalement? Si notamment on tient à cette idée d'autonomie que je viens de défendre, il n'y a pas le choix que de relocaliser l'essentiel de nos activités, en tout cas de nos activités destinées à assurer nos vies, en fait, hein, ce qu'on appellerait de façon un peu abstraite la reproduction, mais finalement c'est comment vivre, hein, comment vivre entre nous. Ça supposerait que l'essentiel de ces activités, les plus importantes au moins, soient relocalisées dans un refus, hein, de la mondialisation. Mais dans un refus de la mondialisation qui ne soit pas en même temps une fermeture. Hein, c'est un peu tout le risque actuellement. C'est intéressant parce que ce n'est pas seulement des gens comme moi qui vont défendre une critique de la mondialisation. Même Legault a commencé à critiquer la mondialisation. Donc là, il y a un coup à jouer. Mais après, c'est sûr qu'on ne va pas tous critiquer la mondialisation pour les mêmes raisons et avec les mêmes idées en tête. D'où la parenthèse que j'ai rajoutée. Hein. Ce qu'on veut, c'est une relocalisation ouverte. Hein. Une relocalisation ouverte sur la possibilité d'échanger des idées entre les humains, et aussi sur la possibilité que les humains puissent bouger. En fait, deux choses, aujourd'hui, dans la situation actuelle, les marchandises et le capital et les plus riches circulent comme ils veulent dans le monde,
Par contre, les humains les plus pauvres ne circulent plus. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Les humains ont circulé toujours beaucoup plus librement qu'aujourd'hui. Et les idées circulent de plus en plus mal parce qu'elles sont elles-mêmes marchandisées, elles font elles-mêmes l'objet d'une revendication de propriété privée, etc. Donc, ouvrir, c'est permettre aux humains de bouger, permettre aux idées de circuler. On va avoir énormément besoin que les idées circulent, qu'elles soient partagées, discutées. C'est tout à fait essentiel. Donc voilà la première proposition, penser une relocalisation de nos activités, donc productives, reproductives. Ces activités, il faudrait aussi qu'elles se débranchent de nos systèmes techniques le plus possible, qu'elles reposent donc sur ce qu'on appelle de plus en plus les low-tech ou les basses technologies. Donc là, il y a tout un champ dans lequel de plus en plus de jeunes ingénieurs notamment s'investissent, extrêmement intéressant. On peut avoir l'impression quand on fait la critique de la croissance qu'on est contre toute innovation, contre toute ingéniosité, contre toute nouveauté. Non, on a vraiment besoin de beaucoup d'ingéniosité, on va en avoir besoin de beaucoup, mais il faut que cette ingéniosité, elle ne soit plus mise au service de la volonté de puissance, on va dire, pour parler un peu comme Alain Deneau, et de l'accumulation du capital. Il faudrait qu'elle soit mise au service justement de notre autonomie, fondamentalement. Bon, alors c'est ça l'idée des low-tech. Donc des techniques qui seraient éventuellement moins puissantes que celles qu'on utilise aujourd'hui, mais qui seraient soutenables sur le plan écologique. La plupart de nos techniques aujourd'hui sont insoutenables. C'est des techniques, comme dit un de mes collègues français, nos techniques principales sont des techniques zombies. C'est des techniques mortes vivantes. On sait qu'elles n'ont pas d'avenir. Tout ce qui fonctionne aux énergies fossiles, ça n'a aucun avenir, c'est terminé. Enfin, tout ce qui fonctionne aux énergies non renouvelables, ça n'a pas de sens. Ou tout ce qui génère des déchets inassimilables, c'est des techniques morts-vivantes. Tout ça, ça devrait être dégagé. Bon. Il faut que ce soit des techniques justes, c'est-à-dire des techniques qui soient accessibles à tout le monde, qui puissent être accessibles à tout le monde, tout en restant soutenables, et qui soient contrôlables, c'est-à-dire que les utilisateurs aient le contrôle pour l'essentiel de leur technique. Ça ne veut pas dire revenir à l'âge de pierre, comme dit un des auteurs spécialistes des low-tech, je l'ai mis en illustration. D'ailleurs, Philippe Biwix, c'est un ingénieur français, l'âge des low-tech, très bon bouquin, c'est quelqu'un de très pragmatique. Il dit par exemple, sur les bagnoles, peut-être qu'on va avoir du mal à se passer de voiture tout de suite, mais peut-être qu'on pourrait par exemple revenir à des voitures beaucoup plus simples, à une époque où on était capable soi-même, en étant un peu formé, de réparer sa voiture, par exemple. Il y avait pas mal de choses à faire. Donc, il y avait un contrôle qui aujourd'hui a complètement disparu. Vous voyez l'état d'esprit de cette révolution low-tech. Et donc, dans une espèce de méfiance par rapport aux technosciences. Mais pour le dire encore de manière peut-être plus provocante, c'est encore un autre exemple de Philippe Biwix. Vous avez aujourd'hui, chez nos politiques, l'idée qu'une des solutions pour économiser de l'énergie, ce serait de faire des rénovations drastiques de nos immeubles, de nos habitations, enfin, à la fois habitations, immeubles de bureaux. Donc, il y aurait des plans gigantesques de rénovation pour mieux isoler. Bon. Alors, deux choses par rapport à ça. Les Allemands ont fait ça. Il y a un article qui est sorti en janvier cette année là-dessus. C'était un gros organisme immobilier allemand qui s'était embarqué dans un plan de rénovation de ces immeubles à très très grande échelle. Je ne sais plus combien de milliards ça leur a coûté. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que ça n'avait eu aucun effet positif sur la réduction d'énergie, enfin sur l'énergie consommée. Pour quelle raison? Effet rebond, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est que finalement, vous avez une maison qui est mieux isolée. Donc, de fait, vous pouvez laisser, par exemple, votre chauffage à la hauteur de 21 degrés, par exemple, mais vous pouvez aussi, pour le même prix qu'avant, le mettre plus fort. Et puis, vous pouvez vivre en slip chez vous, quoi. Voilà. Puis c'est exactement ce qu'ont fait les Allemands. C'est qu'ils ont vécu tranquillement chez eux. Ils ont poussé le chauffage. L'isolation leur a permis, finalement, pour le même prix, de chauffer plus. Pourquoi s'embêter? Donc, c'est typique de l'effet rebond. Alors, ce que dit Biwix, et puis là encore, c'est chouette de parler à des gens qui ont vécu sans doute dans un autre monde que celui que j'ai connu. Biwix dit, c'est quoi le besoin fondamental? C'est d'avoir chaud au corps. Pour avoir chaud au corps, peut-être qu'un bon chandail, c'est une stratégie assez efficace finalement. Et on ne repart pas là dans des plans industriels monstrueux, alors qui vont apporter beaucoup d'argent à ceux qui vont évidemment les mettre en œuvre, mais qui vont en plus avoir des effets probablement proches de zéro, comme on a vu avec les Allemands. Voilà, c'est ça l'esprit low-tech. Et je termine tout à fait.
comment penser les institutions fondamentales de cette relocalisation et de ce produire moins, partager plus, décider ensemble. Ce que je mets de l'avant et ce qu'on est de plus en plus nombreux à mettre de l'avant, c'est ce qu'on appelle des communs, donc des collectifs humains qui se mettent ensemble pour satisfaire par eux-mêmes et pour eux-mêmes un besoin fondamental. Alors, je ne sais pas, par exemple, l'idée de partager un véhicule, par exemple, c'est déjà une forme de communalisation. Nous avons des besoins de déplacement. Plutôt que d'avoir chacun notre bagnole, nous allons partager une voiture selon des règles que nous allons définir, etc. Voilà, la logique communaliste, elle est là, elle est extrêmement simple, elle est extrêmement classique dans l'histoire de l'humanité. Elle est par contre complètement marginalisée par le capitalisme et par le productivisme depuis 2 siècles. Bon. Donc des communs, on pourra en reparler, il y a plein d'exemples qu'on pourrait utiliser. Et sur le plan politique, peut-être remettre de l'avant la municipalité, de faire de la municipalité l'instance politique principale de nos sociétés, faire que la décision politique, elle se prenne d'abord dans les municipalités et qu'on mette ensuite en place des instances régionales pour régler les problèmes qui sont plus larges que ceux d'une collectivité, ou pour aussi intervenir quand dans une collectivité les choses prennent une mauvaise tournure. Il faut parfois aussi quand même pouvoir avoir une instance extérieure qui s'en mêle. Voilà. Donc dans un double refus, un refus de l'entreprise privée à but lucratif. Donc pour moi, on n'arrivera pas à s'en sortir tant qu'on gardera au centre de nos sociétés l'entreprise privée à but lucratif. Elle a une place qui est beaucoup trop centrale et qui est au cœur de tous les problèmes que j'ai dénoncés tout à l'heure, que ce soit la destruction, l'injustice ou l'aliénation. Mais je pense qu'aussi, il faut revoir le modèle de l'État-nation, de l'État-nation, qui est pas mal lié d'ailleurs à toute cette histoire dont j'ai fait la critique. L'histoire de la croissance est beaucoup liée à l'émergence de l'État-nation. Je crois qu'il faut questionner cette institution, ce qui peut faire un peu peur aussi, mais qui peut aussi nous faire redécouvrir peut-être d'ailleurs même un Québec qui a vécu sans État-nation bien puissant pendant assez longtemps, je pense, c'est peut-être pas si mal. Enfin, il faudrait voir, à débattre avec vous. Donc je m'arrête là parce que sinon, moi, je pourrais. Je donne 45 heures là-dessus, donc évidemment, si je pars, là, ça peut prendre du temps. Je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Abraham. Je vais vous envoyer des questions par le chat. Il y en a une première qui est rentrée. Je vais vous en envoyer une deuxième, alors je vous laisse le temps d'y répondre. Mais sinon, on peut aussi avoir des... Non, vous ne voulez pas avoir des questions directes? Je suis en train de retrouver... Parce que c'est paramétré pour que les micros restent. Ah, oui, mais c'est ça, c'est parce que j'ai paramétré pour que les micros restent fermés. Ah. Alors, ce serait peut-être plus compliqué là, Dites-moi, c'est pas très démocratique, la table des aînés. Je me moque, je vous charrie un peu, mais je vous charrie. C'est plus pour nos oreilles, là, pour protéger nos oreilles. Je comprends très bien, je comprends très bien. Non, mais alors, est-ce que vous les avez reçus? Attendez, non, parce qu'il faut que je ouvre la discussion. Voilà, ça y est, je l'ai ouverte. Voilà, je la vois. Alors, OK. Est-ce que le confinement peut avoir ouvert les consciences par rapport à la surconsommation? Je vous renverrai la question. Enfin, je pense que vous êtes pareil confinés comme moi. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir des contacts avec des étudiants, donc je vois un peu les choses. Je pense qu'une des choses qu'on met de l'avant dans la logique des communs, c'est l'idée de revaloriser ce qu'on appelle, c'est encore un grand mot, mais ce qu'on appelle l'autoproduction, c'est-à-dire produire une partie de ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit, en fait. Bon, donc, là encore, j'imagine que moi, je viens de Bretagne en France. Si je regarde comment c'était il y a 100 ans encore, ou même je dirais, même 50 ans. Même 50 ans, il y avait beaucoup d'autoproduction, en fait. Ça a beaucoup décliné, mais j'imagine que c'est pareil au Québec. Donc, et ça, je pense que le confinement a peut-être permis à des humains, effectivement, de revaloriser un peu pour eux-mêmes l'autoproduction, de redécouvrir cette joie-là. Souvent, on me dit, mais avec la décroissance, c'est très triste, la décroissance, c'est que négatif. Non, justement, je pense que dans l'autoproduction, il y a une vraie joie. Bon, il y a aussi beaucoup de contraintes, mais je pense que sans être complètement rêveur, il y a une vraie joie aussi à justement produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Enfin, je crois que c'est un philosophe que j'aime bien qui dit l'aliénation, c'est pas seulement le fait qu'on est privé des fruits de notre travail, bon, l'ouvrier qui produit quelque chose qu'il va jamais consommer,
parce que ça appartient à son patron. Mais il dit, c'est pas seulement ça l'aliénation. L'aliénation, c'est aussi d'avoir les fruits sans le travail, hein, c'est-à-dire de consommer des trucs qu'on n'a pas fait soi-même. Hein, donc, pour faire valoir qu'il y a une part de l'humanité qui s'exprime, qui s'accomplit dans aussi le faire, enfin dans le fait de produire. C'est ça qu'il faut reconquérir. Donc je pense que là, j'ai l'impression que ça, si je vois autour de moi, il y a pas mal de gens qui ont découvert un peu ce plaisir. Voilà. Je prends les questions dans l'ordre. Alors, tant que le système capitaliste contrôlera l'économie mondiale et même contrôlera les politiques, cela me semble pas possible. Comment peut-on concrètement inverser la situation? Oui, bah c'est la grande question. Après, c'est une question la plus stratégique, plus politique. Comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on commence? Juste avant de vous rejoindre tout à l'heure, j'étais en réunion avec un groupe qui travaille sur le volet économique de la feuille de route Québec Zen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il va y avoir justement des groupes locaux qui vont se mettre en place. Québec Zen, c'est Québec zéro émission nette en 2050. C'est un plan élaboré par 90 organisations québécoises, d'un peu tous les horizons. Hein. C'est pas économique, mais social, et aussi académique, où toutes ces organisations réfléchissent ensemble à qu'est-ce que pourrait être un plan cohérent pour aller vers le zéro émission nette de CO2 en 2050, à partir du contexte dans lequel on est, etc. Et donc, on est vraiment dans cette réflexion-là, et on a cette réflexion politique, comment est-ce qu'on fait avancer ces arguments, enfin, on est en plein dedans. Et puis, écoutez, là c'est vrai que c'est un peu désespérant, mais c'est des questions que se posent, je crois, les humains depuis les débuts du capitalisme, enfin, en tout cas, depuis que le capitalisme industriel a été particulièrement ravageur, donc depuis le milieu du 19e siècle. Si la solution, effectivement, elle était connue, ben on se serait déjà débarrassé de ce système. Donc là, il faut être très modeste et humble, je crois. Ce qu'on mettrait de l'avant dans la décroissance, je crois que j'avais une diapo, je suis encore en partage, donc je vais peut-être vous la montrer. Ma petite proposition là-dessus, alors bon, je passe là-dessus. Voilà, stratégie politique pour la décroissance. Ce qu'on défend, qui est un peu une façon de faire de nécessité vertu. Hein. C'est aussi parce qu'on est très petit et très qu'il faut qu'on développe cette stratégie, mais c'est la stratégie de masse critique. C'est l'idée que peut-être qu'il n'y a pas besoin de viser, de rassembler la totalité de la population autour d'un plan pour que ça ait des effets. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin de rassembler la moitié de la population, hein, le fameux 51%. Peut-être qu'on peut commencer à faire bouger les choses, même si nous ne sommes pas les plus nombreux, en fait. Hein. Donc c'est ça la stratégie de masse critique, c'est viser un effet de seuil qui n'est pas complètement idiot hein, quand on regarde la pensée systémique. Bon, la pensée systémique, c'est ça, elle intègre le fait qu'un changement peut intervenir sans forcément que tous les éléments du système soient affectés. Hein. Certains éléments sont affectés jusqu'à un point tel que bah, tout d'un coup, on passe un seuil et puis on a une transformation. Pour prendre une illustration, prenons la Révolution française au hasard. Je pense que le matin du 14 juillet 1789, je suis sûr qu'il n'y avait pas 50% de la population française qui pensait que la monarchie devait tomber, et encore moins qui pensait qu'elle allait tomber le soir même, en fait. Hein. Donc, vous voyez, on avait un rapport de force très, très, très inégal. Et pourtant, il y a un système qui a pris une dynamique qui s'y aboutit que le soir même, en gros, la monarchie était tombée. Bon, on sait qu'elle est revenue après, mais quand même. Enfin, bref. Donc, c'est ça. Ou une autre illustration que j'aime bien pour l'effet de seuil, c'est les cyclistes à Montréal. Les cyclistes à Montréal, je ne sais pas combien on est aujourd'hui à faire du vélo à Montréal, mais on ne doit pas être tellement plus de 15% au plus fort de l'été, enfin, j'imagine. Donc, on n'est pas la majorité des Montréalais à faire du vélo. Mais on est 15%, et ce 15%, il est suffisamment important pour que ça soit plus possible de penser la circulation dans Montréal comme on le faisait jusqu'à il y a encore quelques années. Donc ce qui se passe actuellement, c'est bien sûr qu'il y a des jeux politiques, etc., mais il y a tout simplement un effet de masse qui fait que on ne peut plus penser et organiser la société de la même manière. Donc c'est ça l'effet de seuil. Et en combinant trois actions, en fait. Hein. Je trouve que c'est une des forces de cette proposition, c'est qu'on peut déjà commencer à bâtir des alternatives concrètes. On peut déjà commencer à essayer au moins à la marge de nos vies, de s'inventer d'autres façons de vivre, hein, de commencer à bâtir des communs, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, hein, c'est partager certains objets, c'est partager certains savoirs, des communs du savoir, parce que le commun, c'est pas seulement partager une ressource matérielle, ça peut être aussi un savoir, des compétences, des connaissances qu'on va partager avec d'autres, ça peut être partager aussi un moyen d'échange. Hein, on fait souvent du marché l'institution
l'institution qu'il faudrait abattre, celle qui causerait tous nos problèmes. Moi, je ne pense pas que le marché soit un problème. Je pense que c'est l'entreprise le problème. Le marché, s'il est sous le contrôle de ses utilisateurs, peut être un moyen d'échanger extrêmement pratique, en fait, et qu'on peut donc se recréer des moyens d'échanger entre nous, des compétences, des services, des biens, à condition qu'on ait créé nous-mêmes les règles de cet échange. Hein. Ça peut être en inventant une monnaie locale, c'est ça, une monnaie locale, c'est un commun. Ah, tout ça, et donc ça, c'est des alternatives concrètes qu'on peut commencer à faire vivre. Surtout quand on est à la retraite, ben, on a du temps, peut-être qu'on fatigue aussi, mais on a du temps. C'est un bon moment dans la vie, je pense, pour essayer de faire avancer ça. Évidemment, on sait que les alternatives concrètes, ça ne marche pas tout seul. Là aussi, au 19e siècle, on ne sera pas les premiers à vouloir inventer d'autres façons de vivre. Hein. Au 19e siècle, les humains ont développé les coopératives, ont développé plein de choses pour essayer justement de vivre un peu à l'écart de ce système. Ça court deux risques, hein, l'épuisement ou la récupération par le système. On le sait, on voit Desjardins, bon, belle idée, Desjardins, mais on voit comment ça a été récupéré. Bon. Donc, il faut aussi tout un travail de militance. Hein. Il faut lutter sur nos instances politiques pour arracher du soutien à ces expérimentations et faire en sorte que nos instances politiques arrêtent de soutenir, par contre, ce qu'on appellerait le grand capital. Enfin bon, arrêter de soutenir, je ne sais pas, des parasites comme Bombardier. J'espère ne choquer personne, mais voilà, là, on a une énorme entreprise qui vient pomper l'argent des Québécois, alors que cet argent serait certainement beaucoup plus utile à travailler, à soutenir des alternatives concrètes comme celles que j'évoque. Et puis, je pense qu'il y a tout un travail, là aussi, et puis c'est bien si vous avez du temps pour le faire, à penser, imaginer à quoi ça pourrait ressembler un monde post-croissance. Mais ce n'est pas forcément d'imaginer quelque chose de complètement neuf. Hein. J'ai une étudiante l'an dernier qui a fait son mémoire sur les rapports de solidarité dans le Québec des années 40. Parce qu'elle avait commencé à discuter de la décroissance avec son grand-père, qui ne parlait jamais. Puis elle a commencé à la questionner sur sa vie dans les années 40, puis elle a commencé à lui raconter plein de trucs. Puis elle est venue me voir, elle me dit, mais ce que vous racontez en cours, là, mais en fait, mon grand-père, il vivait comme ça, il faisait des choses comme ça. Enfin, donc, elle est allée chercher ça. Bon, et donc, redécouvrir des pratiques aussi, qui étaient souvent des pratiques un peu contraintes. Ce n'était pas toujours des choix, peut-être, c'était aussi parce qu'il fallait faire face à des conditions d'existence très difficiles. Mais redécouvrir ça, c'est aussi peut-être au cœur de ce travail d'imagination d'un monde post-croissance. Voilà, une réponse très longue, mais à la très bonne question, très difficile de comment on fait concrètement. Alors, je continue. Je ne connais pas le village de Ungersheim. Est-il possible en grand nombre? Je ne connais pas ce village. Je ne sais pas si Madame Germain, vous pouvez autoriser la personne qui a posé la question à ouvrir son micro, mais je ne le connais pas. J'irai voir, par contre, je vais noter. Ce que je peux dire par rapport à la question du village, c'est la différence entre un commun et, par exemple, un éco-village. Quelque chose qui est, les éco-villages sont quelque chose qui sont assez à la mode aujourd'hui, très intéressant, ou éco-hameau. J'ai des amis en Gaspésie qui ont éco-hameau que j'aime beaucoup, que je trouve très, très intéressant. Je dirais que, en tout cas, si je me fie à ce éco-hameau, que je connais un peu, c'est quand même une solution très exigeante. C'est très exigeant. Ça demande des gens extrêmement engagés. Et je pense pas que ça puisse être généralisé. Alors que la logique des communs, c'est une logique un peu plus modeste. Hein. Il ne s'agit pas de tout partager, parce que dans un éco-village, vous partagez tout. Et vous tentez le plus possible de satisfaire tous vos besoins. C'est très, très difficile. C'est vraiment, il y a de quoi s'épuiser. Donc, mais donc, c'est ce que j'appellerais plutôt des communautés intentionnelles, ou ce qu'on appelle au Québec peut-être parfois des communes. Bon, c'est pas ça la solution, je crois pas. C'est plutôt, le commun est quelque chose de plus modeste. C'est, voilà, j'ai tel besoin qui n'est pas satisfait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le même besoin que moi? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble? Est-ce qu'on pourrait s'inventer une manière de se satisfaire ce besoin par nous-mêmes et pour nous-mêmes? Ce que je dis à mes étudiants aussi, c'est communaliser l'université. C'est quoi? C'est tout simplement commencer à vous mêler de la gestion de l'université. Dire, nous, on veut avoir notre droit de regard sur qu'est-ce qui va être enseigné, qui va être enseigné, qui va enseigner. Comment, on veut pas tout décider, mais on veut participer à ça. Donc, on peut travailler à communaliser un peu partout, de toutes sortes de manières. Je trouve que ces villages-là sont magnifiques. C'est comme des laboratoires. Ça permet de tester des choses, mais on ne peut pas parier une transformation sociale uniquement sur ce modèle-là. Monsieur Abraham, j'ai débloqué le micro de Carmen et Marcel. Si vous voulez donner une précision, là, Carmen et Marcel, sur votre question, vous pouvez y aller. Je vais apprendre comme ça. Oui, d'accord. Alors, on entend?
Oui, très bien. Oui, d'accord. Alors, ce village-là, c'est une petite merveille. Ça se passe par chez vous, c'est-à-dire en Suisse, je pense, Autriche-Suisse, dans ce bout-là. Ok. Et ils ont réussi, eux, euh, à vivre selon leur croyance écologique. Euh, Exemple, ils font pousser ce qu'on pourrait appeler du vrai blé. Ils font du bon pain. Et ils ont tout développé comme ça, selon leurs croyances. Il y a un monsieur qui dirige ça de façon merveilleuse. En tout cas, ils sont très heureux. Hein? Si on parle de bonheur, ils sont très heureux. Bon, essentiellement, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui. Hmm. Il faut aller voir, J'irai peut-être. voir. Merci, merci beaucoup. Merci, Sur merci. YouTube, ça se trouve très facile. J'ai D'accord. noté le nom, je vais aller voir ça. Ça m'intéresse Merci. bien. Merci beaucoup, merci de la question et puis merci de me faire découvrir ça. Je pense qu'on le voit aussi d'ailleurs avec l'exemple, comme vous parlez de la Suisse, on sait que la Suisse aussi est quand même un pays assez curieux par rapport à la logique, comment dire, par rapport à la question de la solidarité internationale. Hein. C'est un peu le problème de la Suisse, en tout cas c'est ce qu'on leur reprochait nous en France. C'est vraiment c'est ça, comment faire en sorte que de ne pas se créer juste un espèce de petit paradis pour soi et dans l'oubli des autres, quoi. Ça, je pense que c'est un des gros enjeux aussi de cette proposition. Et là, c'est pas gagné. Enfin, je n'ai pas de solution non plus toute faite, mais comment ne pas renoncer à toute solidarité à une échelle nationale, mais aussi internationale. Ça, parce que bon, il y a des humains là qui sont aujourd'hui dans des situations totalement catastrophique du fait de ce modèle de société dont nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, ce serait ma petite réaction. Je vois ensuite comment faire adhérer une portion grandissante de la population à un tel changement. Ben, c'est exactement la question qu'on se posait ce matin à la réunion là, du petit groupe qui travaille sur le volet économique de la feuille de route de Québec Zen. Feuille de route qui elle-même a été élaborée dans le cadre de ce qu'on appelle le Front commun pour la transition énergétique. C'est vraiment un beau projet, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de gens de tous les horizons. Je vous recommande, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment les voir et même éventuellement les inviter. Je pourrais vous donner des noms. Mais on se posait cette question-là, c'est-à-dire comment le faire. Et notamment mon collègue Éric Pinault de l'UQAM disait, pour moi, c'est pas simple. Pas simple parce que le système, pour l'instant, il a l'air quand même de fonctionner encore pour pas mal de gens, en fait. Hein. Et donc pourquoi vouloir abolir un système qui a l'air de fonctionner? Bon. Et donc, c'est sûr, c'est juste quand on élargit un peu la perspective, on se rend compte que ce système, en fait, non, il fait souffrir des quantités abominables d'êtres humains et puis de non-humains, qu'il est très clairement insoutenable. Enfin, donc, il y a plein d'effets pervers qui ne sont pas vus. Ou alors, par exemple, tout ce qui est maladie de civilisation. Hein, les maladies, mais bon, au moins, on alterne de maladies de civilisation. C'est quand même pas rien. C'est que quand on dit ça, on dit bien que c'est notre modèle de société qui génère un type de mot quand même. Donc là, c'est intéressant. Mais en général, comment on vit ça? On vit ça individuellement, comme un drame personnel, alors que en fait, c'est un drame social. C'est bien notre monde qui génère les épidémies de certains cancers, de burn-out, etc. Enfin, donc ça, là, on a des indices qu'on vit dans notre chair du fait qu'on a un monde qui n'est pas écologique au sens large du terme. C'est un monde un monde qui nous rend malade est un monde qui n'est pas écologique. L'écologie, c'est pas juste les arbres, les oiseaux, c'est d'abord nos corps, évidemment. Donc, et tout ce qui vient infecter nos corps est non écologique. Donc, moi, c'est le genre d'argument que j'utilise pour essayer de faire sentir aux gens que non, ça a l'air d'aller bien, mais regardez, en fait, ça ne va pas du tout. C'est juste qu'il y a tout un travail qui est fait pour vous convaincre que tout va bien. Il y a toute cette publicité qu'on subit, qui est en fait une espèce de... Je ne pense pas que la publicité serve beaucoup à vendre des produits, ça sert à vendre un certain monde, un certain rapport au monde. Et tout ça fait qu'on invisibilise tous les problèmes de ce monde-là. Donc, faire voir ces problèmes-là, les montrer. Alors, c'est sûr, vous vous retrouvez un peu souvent dans le rôle de la Cassandre, quoi, celle qui amène les mauvaises nouvelles, mais je crois je ne vois pas tellement d'autres solutions que de faire sentir un peu toutes ces difficultés que j'ai présentées au départ pour commencer à faire en sorte que de plus en plus de gens embarquent. Mais pour vous rassurer un peu, à HEC, par exemple, où on s'attend à ce qu'on ait surtout des étudiants
qui veulent contribuer à la toute-puissance de ce système. En fait, il y en a de plus en plus qui ne veulent plus entendre parler de ça. Hein. C'est ce qui fait ma sécurité d'emploi à HEC, je dirais, parce que du coup, ils viennent prendre mes cours. Puis, donc, c'est ça qui me permet d'exister, en fait. Ce cours sur la décroissance, il se donne depuis 6 ans. Il s'est donné la première fois à 12 personnes. Cette année, la demande était telle qu'il a fallu créer 5 classes de 30 personnes, en fait, donc au deuxième cycle. Donc voilà, comme c'est des gens de deuxième cycle, c'est des gens qui vont avoir probablement des rôles assez importants dans nos sociétés, bah, c'est peut-être pas rien. Je ne dis pas que c'est tous des révolutionnaires qui vont tous vouloir faire ça, mais c'est quand même des idées qui cheminent, quoi. Voilà, donc bon, ça ne va pas très vite, ça ne va pas assez vite. C'est clair, vu la situation, il faudrait aller beaucoup plus rapidement, mais ça avance quand même. Quelqu'un qui me pose une question, pour un politicien, pas évident d'avoir un projet qui pourra rallier suffisamment. Je suis entièrement d'accord. Le système, nos institutions politiques ne favorisent évidemment pas ces idées-là. Je dirais quand même que si vous regardez le programme de Québec solidaire, bon, il y a quand même des éléments assez intéressants dans leur programme qui se rapprochent de ce que j'ai proposé. Ah, évidemment, leurs résultats aux élections ou dans les prévisions pour les prochaines élections ne sont pas fameux. Donc, on voit que même eux qui ne sont pourtant pas dans un anticapitalisme débridé, on voit qu'ils ne rallient pas du monde. C'est tout le problème actuel. C'est clair que le système a l'air de fonctionner encore, de donner satisfaction encore à une majorité de la population. Et que tant que ces gens-là en sont convaincus, ça va être dur d'avancer plus vite. Mais bon, là aussi, je crois que les choses peuvent aller assez rapidement. Enfin, les dégâts écologiques, on les sent de plus en plus. Je crois, ça a l'air très souvent bloqué, mais je suis persuadé qu'on n'est pas loin aussi de situations où ça peut se débloquer très vite. Enfin, quand on discute un peu autour de soi, je donne beaucoup de conférences sur la décroissance, je vois quand même beaucoup de gens qui sont assez réceptifs par rapport à cette idée-là. En fait, ils disent, ouais, ça a du bon sens. Enfin, donc, puis ce monde-là ne nous donne pas de satisfaction. Donc, je ne crois pas que ça soit si loin que ça. Donc, y compris du côté politique, je crois que ça pourrait avoir une certaine portée. Maintenant, comme je le dis des fois à la blague, aussi à mes étudiants, c'est vrai qu'une bonne monarchie, finalement, ça serait pas mal, parce que bon, dans la monarchie, vous voyez à long terme, quoi. Dans nos systèmes politiques, vous voyez à 4 ans. C'est sûr que c'est pas très long terme. Pour aborder la question écologique, c'est pas génial. Alors que si vous pensez dynastie, vous pensez forcément à l'avenir. Mais je blague, mais c'est Tocqueville qui dit ça magnifiquement dans son livre sur la démocratie en Amérique. Il dit le problème des Américains, c'est ça, c'est qu'ils ne vivent plus que pour le ici et maintenant. Donc, il n'y a plus aucun souci du passé et il n'y a aucun souci de l'avenir, en fait. Et c'est un des gros problèmes qu'on a. Comment se soucier des générations futures? C'est vrai que notre monde ne nous incite absolument pas à ce genre de soucis et nos institutions politiques encore moins, quoi. Donc comment faire ça? C'est peut-être là qu'un tirage au sort, ça peut être intéressant avec des gens qui n'ont pas du tout ces intérêts, qui n'ont pas d'intérêt à être réélus. Et donc qui vont avoir peut-être intérêt à se soucier des générations futures, ça peut être vraiment intéressant. Dans la société québécoise, un leadership pour la décroissance, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement. Je dirais qu'en Amérique du Nord, c'est pour ça qu'on a créé Polemos, dont je parlais tout à l'heure, le petit groupe de recherche indépendant sur la décroissance, que vous trouverez sur Internet facilement. On publie des textes régulièrement. On l'a produit parce qu'on s'est rendu compte qu'en Amérique du Nord, on était pour l'instant un peu les seuls à vraiment travailler sur la question de la décroissance, en fait. Et je dirais qu'au Québec, en général, il y a une réception par rapport à l'idée de décroissance qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le reste du Canada et aux États-Unis. Alors, ils commencent à découvrir, mais ils commencent seulement maintenant. Ici, il faut rendre hommage à quelqu'un comme Serge Mongeau, qui, en 2005, rassemble des jeunes autour de lui et qui rédige avec ces jeunes un premier manifeste pour la décroissance. C'est 2005, donc c'est vraiment ça a été pionnier. Donc il a fait, si je suis là, c'est parce que j'ai embarqué dans leur mouvement après avoir entendu Serge, etc. Donc ça a été crucial. Donc on a une sacrée, on a plutôt une belle avance dans la réflexion sur la décroissance et puis aussi, je pense, dans une réception par rapport à ces idées-là. Je crois que ça résonne bien au Québec, bien plus qu'ailleurs. Il y a une revue de gauche canadienne qui m'a commandé il y a 2 ans, justement,
un article pour me dire, mais bon, explique-nous qu'est-ce qui se passe au Québec, c'est quoi la décroissance, on ne comprend pas. C'est une vieille revue de gauche canadienne, donc ils n'avaient jamais entendu parler de ça, quoi. Donc ils voulaient comprendre un peu de quoi ça causait la décroissance. Donc, voilà, ça vous donne, enfin, la particularité québécoise, elle est pas mal incarnée là-dedans, quoi. Bon, puis là, moi je suis d'origine française, mais Louis Marion, dont je parlais tout à l'heure, Serge, bon, c'est des Québécois, c'est pas des exilés comme moi, c'est des vrais Québécois qui sont à l'origine de cette idée, ici. Ok, alors, je continue ma... On est au bout de... Je suis au bout des questions, en fait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent... Bon, vous avez passé toutes les questions? Ouais, j'en ai pas vu d'autres. J'espère que j'ai oublié personne. Oui. Mais... Bon, ben je vais céder la parole maintenant à M. André Lecomte. Vous pouvez ouvrir votre micro, M. Lecomte. Vous pouvez l'activer. C'est fait. Alors, ça va? Oui. Bon, alors, M. Abraham, vous avez réussi à mettre des mots sur nos intuitions, sur nos observations et sur nos questionnements. La question qu'on se pose souvent, c'est où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va dans un système de production, de consommation, de production de déchets et les effets sur l'environnement? Réellement, là, en tout cas, dans mon environnement, moi, c'est sûr, c'est des questions qu'on se pose. Pour ce faire, vous avez emprunté des éléments à toutes les sciences, à plusieurs sciences, je dirais, à l'économie, à la politique, même à la philosophie et à la sociologie, bien sûr. Donc, c'est une approche, je dirais, très globale. J'ai bien aimé toute la conférence, bien sûr, mais en particulier l'exemple de votre mixette en lien avec l'électricité. On pourrait pousser plus loin le raisonnement et se demander, si on manque d'électricité, dans quel état nous trouvons-nous? Donc, je terminerai là-dessus en vous remerciant, au nom de notre table, au nom des membres de la table de concertation des aînés, des retraités de la Mauricie, de nous avoir rendu ces explications de façon très claire et de nous ouvrir des portes sur l'avenir. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Et bien vu sur l'électricité, j'ai d'ailleurs publié en janvier sur le site de Polemos un petit texte de réflexion sur la question de l'électricité, qui est d'autant plus délicate à aborder au Québec. Évidemment, Hydro-Québec représente aussi une tentative à un moment de reprise de contrôle des Québécois sur leur propre destin. Donc, mais on voit bien aussi les limites de cette reprise de contrôle. Donc, donc si vous voulez lire un peu là-dessus, sur cette question de l'électricité, j'ai un texte là-dessus. Et c'est vraiment, ça me fait plaisir de voir que vous y avez pensé spontanément là, à aller plus loin, en fait, à formuler la critique encore plus loin. Je crois qu'elle est tout à fait nécessaire. Ouais. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Lecomte, et un gros merci encore à M. Abraham pour cette magnifique conférence. Je vous rappelle qu'elle sera sur le site Internet de la table à partir de la semaine prochaine. Et j'en profite pour remercier tout le monde pour votre présence à cette conférence. Et on vous souhaite la bienvenue pour une prochaine conférence. Vous avez vu au début l'annonce pour la prochaine conférence. Alors, et vous recevrez de toute façon aussi l'invitation comme on fait habituellement. Et sur le site de la table, vous verrez également l'invitation de conférence. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une belle fin de journée.